a tutti, do il benvenuto a Svetlana Todorov, un nome, un intellettuale che non ha certamente bisogno di presentazione, anche la vostra presenza così numerosa qui ce lo conferma, e gli do il benvenuto anche nella città di Genova, dove peraltro è già stato. Todorov è uno dei massimi intellettuali francesi, anche se è nato in Bulgaria e fa parte di quel gruppo di grandi scrittori intellettuali che dall'est europeo hanno poi trovato in Francia una lingua, una terra e un luogo di formazione e di crescita culturale, non soltanto per loro ma anche per tutta l'Europa occidentale. I suoi libri sono molto numerosi, sono più di 35 credo. I libri che lui ha scritto molti sono tradotti in italiano. In Italia ha avuto un momento di particolare fortuna quando è stato uno dei veicoli della conoscenza dello strutturalismo e del formalismo, strutturalismo francese e del formalismo russo. Ricordo la sua antologia, appunto, i formalisti russi, ma c'è tutto un lato che si è sviluppato soprattutto nel tempo più recente della ricerca di Todorov, di tipo antropologico e filosofico, che fa poi capo ad alcuni libri importantissimi come quello La memoria del male, La tentazione del bene, va bene, e La paura dei barbari, queste sue ricerche recenti sull'altro, sulla diversità, che partono da un libro molto importante, da uno dei suoi libri forse più importanti, sulla conquista dell'America. Ma la bibliografia di Todorov ci porterebbe a riempire troppo tempo, non ne abbiamo bisogno di ascoltarlo e di lasciargli tutto lo spazio possibile. Io torno a ringraziarlo anche a nome dell'organizzazione per essere venuto. A voi la parola. Grazie. Grazie. Pardon de m'adresser à vous en français. Je crois qu'il y a des écouteurs qui permettent de comprendre pour ceux qui ne me comprennent pas. Et le sujet de mon intervention aujourd'hui s'engage à partir de l'œuvre d'un des grands peintres de l'histoire européenne, Goya. Mais si j'en parle aujourd'hui dans ce cadre, ce n'est pas parce que Goya est un des grands peintres de notre histoire, c'est aussi parce que c'est un penseur de premier plan. On en a évidemment un peu du mal à nous en rendre compte parce que sa pensée s'exprime à travers ses tableaux, gravures, dessins, beaucoup plus que par des mots. Il est vrai que souvent les gravures et les dessins ont aussi des légendes, mais les légendes chez Goya ne formulent jamais des idées. Ce sont plutôt des constats laconiques, des exclamations étonnées, indignées, des questions sans réponse. C'est bien par les images que Goya exprime sa pensée. Et cette pensée touche à plusieurs thèmes, mais aujourd'hui je n'en parlerai que d'un seul, qui est justement le thème de la guerre. Le peintre espagnol s'est toujours intéressé aux formes de violence propres aux rapports humains, surtout depuis un grave accident de santé qui, en 1792, le laisse complètement sourd. La guerre entre dans son champ de réflexion au moment de l'occupation de l'Espagne par l'armée napoléonienne au cours des années 1808-1813. Je rappelle en quelques mots cette page de l'histoire. En 1807, les troupes françaises entrent en Espagne à l'invitation de Ferdinand, héritier du trône, mais au printemps suivant, Napoléon envoie Ferdinand en exil en France et installe comme roi d'Espagne son propre frère, Joseph Bonaparte. La foule se révolte, les troupes françaises la massacrent. S'engage alors un long conflit qui prend des formes inédites. Du côté espagnol, on sait bien qu'on ne dispose pas de forces suffisantes pour livrer bataille au régiment
de l'empereur. On invente donc une façon nouvelle de lutter où le harcèlement remplace la bataille. C'est la petite guerre ou guérilla. Le mot sera créé à ce moment précis. Pour faire face à cette nouvelle tactique où les ennemis n'avancent pas à visage découvert, les Français s'attaquent à tous ceux qu'ils soupçonnent, aux combattants, autant qu'à la population civile. Nous assistons donc là au premier exemple d'une guerre asymétrique, celle devenue familière à notre époque, celle entre une armée à l'équipement supérieur et les groupes de guérilla qui la harcèlent. Le conflit entre les deux nations se complique par un affrontement idéologique entre deux parties de la population espagnole. D'un côté, un groupe d'éclairés, illustrados, hommes d'État, hommes d'affaires, hommes de plume, qui veulent mener l'Espagne sur la voie des Lumières. De l'autre, un groupe de conservateurs qui craignent la perte de leurs privilèges et qui exigent la fidélité aux institutions religieuses, au pape, à l'Inquisition, aux ordres monastiques. Ce conflit idéologique se prépare depuis des décennies déjà, mais il est maintenant exacerbé par la présence de l'armée française qui, elle aussi, se réclame des idéaux des Lumières, affirmant mener une croisade de liberté universelle. Les conservateurs accusent donc les éclairés d'être des traîtres à la patrie. En réalité, ces éclairés se partagent en deux fractions selon qu'ils approuvent les réformes engagées par l'occupant, parce que fidèles aux Lumières, ou qui s'y opposent parce que c'est un étranger qui les impose. S'il fallait trouver une comparaison contemporaine de ces événements, ce serait, je pense, avec l'opposition entre d'un côté les forces occidentales qui occupent l'Afghanistan, munies du projet d'apporter à sa population la démocratie et les droits de l'homme, et qui s'appuient localement sur quelques individus éclairés, comme sur ceux qui espèrent profiter de cette aubaine pour faire une carrière rapide. De l'autre côté, les chefs de guerre afghans et les talibans, clergés ignorants et rétrogrades, qui se trouvent dépossédés de leur pouvoir et qui, pour réussir dans leur combat, font appel au sentiment patriotique de la population. Cette population, qui aspire avant tout à la paix et à la prospérité, est la principale victime des affrontements sanglants entre les différents prétendants au pouvoir. La présence de forces militaires étrangères compromet donc les idéaux qu'elles étaient censées promouvoir au lieu de les rendre plus efficaces. On retrouve là un schéma caractéristique des conquêtes coloniales du XIXe siècle, utilisé comme prétexte ou excuse pour l'occupation des terres étrangères. Les valeurs des Lumières et de la civilisation européenne se trouvent déconsidérées, perçues désormais comme le camouflage d'une politique conduite au nom du seul intérêt des colonisateurs. Au cours de la guerre civile espagnole, la brutalité augmente régulièrement de part et d'autre. Chaque agression d'un côté provoque des représailles suivies d'une attaque plus féroce encore, censée venger l'offense subie dans une surenchère sans fin. À la guerre totale menée par les Français répond une violence accrue du côté espagnol. Un chef de commando espagnol rapporte « Je gardais toujours de nombreux prisonniers. Si l'ennemi pendait ou fusillait un de mes officiers, je faisais subir en représailles le même sort à 4 de ses officiers. Pour un soldat tué, j'en sacrifiais 20. Les soldats étaient plus précieux que les officiers.
Ce sont là, selon la formule de Germaine Tillon, des ennemis complémentaires puisque chacun nourrit l'intransigeance de l'autre. Les uns tuent et torturent au nom de la liberté et de l'égalité, les autres au nom du Christ et de l'Espagne, les uns oublient les droits de l'homme, les autres la charité chrétienne. Tous sont sûrs de leurs droits, tous massacrent impitoyablement les ennemis. Face à cette situation, Goya ne peut qu'être partagé. Il se sent proche du peuple qui subit les exactions de l'armée française, mais d'un autre côté, il partage les idées de ses amis, défenseurs des Lumières. Il adopte donc une position en retrait. Il s'est rendu compte que les opinions professées ne garantissent pas la vertu des actes. Les grands principes éclairés peuvent servir de justification à une occupation étrangère et à une obligation de collaboration. Si Goya se contentait de défendre les idées libérales, il pourrait être confondu avec les ennemis de son peuple. Mais s'il s'en tenait à la seule défense de l'Espagne contre les Français, il se retrouverait aux côtés du clergé rétrograde et de l'Inquisition dont il a passé les décennies précédentes à se moquer. Il faut rappeler que tout au long de cette période, Goya reste premier peintre de la chambre du roi, salarié au palais. Il faut donc distinguer son comportement public et ses sentiments et pensées qu'on ne peut que déduire à partir de ses œuvres. Pour ce qui concerne le premier, le peintre est soumis aux obligations inhérentes à sa charge. À peine Ferdinand instauré roi, Goya doit exécuter son portrait, ce qu'il fait au mois de mars 1808. Mais pendant l'été, Joseph remplace Ferdinand. Entre-temps, Goya est appelé par un général révolutionnaire résistant qui commande la défense de Saragosse contre les troupes françaises, de revenir dans sa région natale pour voir et examiner les ruines de la ville dans le but de peindre, dit le général, les gloires de ses habitants. Goya fait le voyage cette année et voit la réalité de la guerre. Mais en décembre, il est de nouveau à Madrid et il est obligé, en même temps que tous les autres chefs de famille, de jurer amour et fidélité au roi Joseph. Il ne satisfera pas la demande de ses concitoyens de Saragosse, ne peindra pas à cette époque les gloires des habitants. Il produira de nombreuses images de la guerre, mais celles-ci n'auront rien d'héroïque. La plupart d'entre elles ne défendent ni ne glorifient aucun parti. Elles se contentent de montrer la violence et ses effets terribles. Elles ne plaident aucune cause, mais respirent le désespoir et la compassion. Devant le spectacle de la guerre, Goya ne cédera jamais à la tentation esthétisante, pas plus qu'il n'éprouvera une admiration pour son champion de l'époque, l'empereur Napoléon. À Goya, ce qu'il appelle lui-même le destin tragique de la guerre n'inspirera qu'un sentiment, l'horreur. La principale production artistique de Goya en réponse à la guerre sera la série de gravures intitulée « Désastres de la guerre » et les dessins qui s'y rapportent, auxquels s'ajoutent quelques tableaux. Il faut ici commencer par écarter l'une des interprétations courantes de cet ensemble d'images qui voudrait que ces gravures soient l'expression de l'esprit patriotique de Goya et qu'elles montrent les Espagnols en victimes innocentes ou en héros valeureux, les occupants français étant les bourreaux barbares. S'il est vrai que les victimes espagnoles sont plus nombreuses, car les armes des Français sont plus perfectionnées, pour Goya, violence et absurdité
se retrouvent équitablement répartis de part et d'autre. Pour qu'on ne s'y méprenne pas, il insère au tout début de l'ensemble 2 gravures qui montrent la première, les soldats français exécutant les insurgés espagnols. C'est l'image que vous voyez derrière moi. Je ne sais pas si on... C'est un peu sombre. Si on pouvait... Si può forse cambiare un po' la luce per vedere meglio? Riuscite a vedere? Sì. Forse loro vedono, siamo noi che non... Oui. Nous avons cette lumière, mais Oui, oui, je sais. Si on... Parce que... Vous pouvez la regarder ici. Oui, pour moi, tout va bien, oui. Bon, on va y aller. Sì, ça marche. Pour ça marche. Pour eux, ça marche? Oui. Ah, d'accord. Mais l'image suivante montre les combattants espagnols qui massacrent à leur tour les Français à la hache. Si on avait encore des doutes sur l'interprétation de cette juxtaposition, il serait dissipé à la lecture des légendes qui mettent les points sur les i. La première dit « avec raison ou sans », avec ou sans raison. La seconde ajoute la même chose. Donc, bien que l'un des massacres soit impérialiste et l'autre patriotique, pour Goya, c'est chaque fois sans raison et c'est la même chose. Donc, la série de gravures établit d'emblée le jeu d'interversion possible des bourreaux et des victimes. Elle rappelle aussi le rôle marginal de justification fourni par la raison. La violence est déclenchée par des forces qui lui échappent. Sur le plan idéologique, l'opposition de 2 forces en présence est irréductible. Les défenseurs des Lumières affrontent les serviteurs de Dieu. Les tenants des idéaux universels se distinguent clairement des traditionalistes. Mais Goya ne se contente pas d'enregistrer les discours tenus par les uns et les autres, il observe aussi leurs pratiques. Or, de ce dernier point de vue, les ressemblances l'emportent sur les différences. Dans les combats, les uniformes disparaissent, les guerriers deviennent interchangeables, les partis se confondent, mêmes atrocités, mêmes absurdités. Je vous montre encore quelques exemples. Une gravure montre les insurgés espagnols en train d'achever un autre Espagnol que vous voyez ici par terre. On enfonce une arme dans son anus. C'est un collaborateur, c'est un affrancesado. Donc, c'est parmi les Espagnols qui ont choisi le côté des Français. La légende dit « populace », terme clairement péjoratif qui désigne la face sombre du peuple. Cette distinction est donc nécessaire. Ce sont 2 facettes d'une même entité que nous distinguons quand on parle de régime démocratique et de régime populiste. Le peuple, diriger un pays au nom du peuple, c'est dire qu'il est la source de tout pouvoir, qu'il est le bénéficiaire de toute action publique, alors que les régimes populistes se laissent guider par les passions dominantes du moment. Ici, c'est le goût de la foule qui se trouve satisfait au moment de l'action. L'un des éléments les plus accablants de ces images réside non dans la violence des actes, mais dans l'indifférence, voire le calme avec lequel continuent de se comporter leurs auteurs. Cette gravure-ci est caractéristique à cet égard. Ce n'est pas tant le pendu au premier plan ou ce qu'on voit aussi à l'arrière-plan
qui nous impressionne dans ce cas, c'est plutôt la pose détendue, tranquille, pour ne pas dire méditative, du soldat français qui a surveillé ces exécutions. Aux spectateurs d'aujourd'hui, elle rappelle peut-être les fameuses photographies sorties de la prison d'Abu Ghraib en Irak, où plus que les corps nus amoncelés, torturés à l'électricité ou tremblant de peur devant les chiens, ce qui nous choquait était le sourire aux lèvres de ces jeunes garçons et filles américains, bien nourris, bien sains, pour qui torturer les prisonniers ne posait apparemment aucun problème. Goya est l'un des premiers peintres à avoir représenté à de nombreuses reprises les scènes de viol, destin des femmes en temps de guerre, plus particulièrement de guerre civile. Ainsi, dans cette image, Tampoco renvoie à la légende précédente qui dit « elles ne veulent pas ». Elle montre un enchevêtrement extraordinaire du corps où on a beaucoup de mal à identifier à première vue à qui appartient telle partie du corps. Pourtant, la signification globale de la scène ne laisse subsister aucun doute. Il s'agit bien de viol et de mort. Et la transgression des règles morales semble redoubler par celle des contours même des corps. Pour les habitants du XXIe siècle, je ne vais pas vous en montrer des images, ces scènes évoquent les récits de viols collectifs, les massacres se déroulant en Yougoslavie, au Congo. Elles le rappellent aussi, mais c'est une faible consolation, que cette forme de violence n'est pas une invention récente, pas plus qu'elle n'est réservée aux peuples exotiques. La guerre apporte toujours et partout tuerie, atrocité, famine. La tonalité qui domine toute cette partie des désastres est celle d'un cri d'indignation devant ce déferlement de la violence. Seules les 6 premières gravures sur 80 montrent des combats. Dans la suite du recueil, Goya s'attache à représenter exclusivement des victimes, ceux qui subissent donc plutôt que ceux qui agissent. Victimes des viols, de la famine, de tortures, d'exécutions, civils fuyant la violence de combat ou se livrant au pillage, les vivants qui déshabillent ou déchaussent les morts, s'approvisionnant ainsi à peu de frais. Goya montre des cadavres en abondance. L'amoncellement de corps nus et morts évoque pour nous les images des camps de concentration. L'une de ces gravures, parmi les plus anciennes que Goya ait fait, nous met en face d'une simple pile de corps morts contemplés par 2 témoins, les êtres humains normaux et donc désespérés, dont l'un pourrait être le peintre, cet observateur accablé. Nous avons l'impression de sentir l'odeur pestilentielle des corps en décomposition. Une autre image se rapportant à la période de la famine est assez semblable. Une figure fantomatique se tient égarée au milieu des cadavres. Cela s'appelle « personne pour les secourir ». Une troisième montre un homme que la masse des corps mutilés en putréfaction fait vomir. La légende formule une épitaphe désespérée. « C'est pour cela que vous êtes nés ». La légende de la première gravure que je vous montrais tout à l'heure disait simplement « les enterrer et se taire ». Mais cette simplicité est éloquente. Face aux victimes, les discours sont déplacés. Quels arguments, invoquant les justes causes ou la nécessité de venger l'affront subi, pourraient légitimer une telle hécatombe? D'autres images
des désastres montrent, et c'est le thème le plus fréquemment traité dans le recueil, des scènes d'exécution individuelle ou collective par les moyens les plus variés, où l'imagination humaine semble s'être donnée libre cours, ou encore l'acharnement sur les cadavres. Dans cette gravure ironiquement intitulée « Que peut-on faire de plus ?», on voit 2 soldats français découpant un homme nu à la scie. Une autre gravure intitulée « Quel exploit ?» avec des morts présente plusieurs cadavres découpés en morceaux comme sur un étal de boucherie. Ces cadavres doivent appartenir à des Espagnols exécutés en tant que traîtres par d'autres Espagnols. Bon nombre de tels cas de mutilation et d'écartèlement étant décrits dans la presse contemporaine que Goya pouvait lire. Voici par exemple le texte d'un jugement prononcé contre 2 traîtres par le tribunal populaire à Tarragone le 9 juillet 1809. Qu'ils soient condamnés à la pendaison et que leurs cadavres, après avoir été traînés, soient décapités et leurs mains droites coupées et que leurs têtes et mains soient placées aux portes de la ville pour être vus par tous, de sorte qu'ils servent d'exemple aux autres scélérats espagnols. De nos jours, les peintres se pensent rarement en témoins de leur temps. En revanche, certains photographes parviennent à saisir des scènes qui acquièrent pour nous une valeur emblématique. On en voit du reste ici même au Palazzo Ducale, l'exposition de Capa, avec des scènes qui parfois auraient pu figurer dans les désastres de la guerre de Goya. Mais on n'oublie pas d'autres images qui ont frappé notre imagination. Je pense à celle de Nick Hutt, un célèbre photographe de guerre, qui montre une enfant vietnamienne de 9 ans, nue, qui fuit son village bombardé au napalm. Mais comment ne pas penser au fait que Goya a ouvert la voie à ces images? Les enfants sont parmi les premières victimes de la violence guerrière, comme on le voit dans cette image, par exemple, où la mère amène l'un de ses enfants dans ses bras et l'autre tiré par la main. On en voit aussi des images semblables dans quelques tableaux contemporains. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut voir ce tableau, qui montre des insurgés qui tirent sur les soldats dans un camp, mais au milieu des soldats, il y avait visiblement quelques femmes, et en l'occurrence, au centre de cette image, au milieu de cette extermination que les hommes se livrent les uns aux autres, on voit ce symbole de vie, la jeune femme avec un enfant dans les bras qui fuit le feu qui va exploser dans les secondes qui suivent. Une des expressions de visage les plus inoubliables qu'ait peint Goya. Ou encore, dans un autre tableau, où l'on voit le début d'un viol qu'un enfant essaye d'empêcher, mais avec peu de chances de succès, et aussi dans les arbustes à côté, sur la gauche du tableau, les cadavres de femmes suspendues, indiquant quel sort les attend au lendemain, après donc cette exécution. Dans toutes ces images, Goya s'emploie à montrer que la guerre est un moyen qui pèse plus lourd que les fins qu'elle est censée servir. Au point de départ, ceux qui la déclenchent ont sans doute
des raisons d'agir qui leur paraissent légitimes, des objectifs qu'ils jugent nécessaires d'atteindre. Mais l'expérience même de la guerre est si intense qu'elle fait oublier tout ce qui n'est pas elle, emportant dans son tourbillon les décisions antérieures, aussi bien que les justifications données au nom des effets escomptés. Ce qui importe dans un acte de guerre, c'est qu'on fait la guerre, non la raison pour laquelle on l'a fait, ni le bénéfice qu'on en attend. Tel est le message de Goya dans ses images. La violence des actes neutralise l'idéologie au nom de laquelle on l'accomplit. Le récit de guerre est palpitant. Il recrée un lieu où se déploie courage, force, solidarité. Mais la guerre elle-même, et ce sont ces effets que Goya a pour ambition de montrer par ses images, produit la perte de sens des actions humaines conçues en temps de paix. Pour la première fois peut-être de l'histoire de la peinture, la guerre est dépouillée de tout éclat, de toute séduction. C'est la mise en scène d'un massacre immonde, non d'un spectacle héroïque. Ces corps découpés, ces femmes violées, ces pendus ne sont pas beaux. L'espace lui-même semble bouleversé, les arbres qu'on voit sporadiquement sont également mutilés, on ne distingue plus bien le ciel de la terre. À cet égard, la gravure la plus étonnante est celle-ci, le désastre 30, légendé ravage de la guerre, où les cadavres de femmes et d'hommes déchiquetés y ressemblent à des cosmonautes flottant en état d'apaisanteur. Ils sont rejoints dans ce mouvement par un fauteuil et quelques autres objets. Est-ce l'effet d'un boulet de canon qui se serait abattu sur cette maison? L'image du chaos qui en résulte n'a rien à envier à la Guernica de Picasso et forme un symbole inoubliable de la destruction guerrière. Ce ne sont pas seulement les êtres humains qui sont massacrés, c'est l'espace dans lequel ils ont vécu, mais aussi dans lequel vivent le peintre et les spectateurs de ces images. La perte de repères matériels est comme la conséquence de la disparition de tout repère moral. Goya n'oublie pas que les pires forfaits sont accomplis au nom de valeurs élevées, la défense des idées libérales, ou celle de la patrie et de l'identité traditionnelle, ou celle de notre mère l'Église et de Dieu. Les beaux discours, les magnifiques programmes ne sont jamais une garantie contre la violence et la destruction, car les moyens mis en œuvre pour les réaliser réduisent à néant les objectifs initiaux. Pire, la certitude sincère et passionnée d'être au service du bien et de contribuer au bonheur de l'humanité fournit à ses détenteurs une excuse optimale et générale pour justifier toutes les exactions à venir. Que pèsent quelques dommages collatéraux au regard du salut apporté à tous? Goya peint les résultats calamiteux de ces nobles projets, apporter les lumières, lutter pour l'indépendance, servir Dieu, et constate que la tentation du bien est plus dangereuse que celle du mal. Ce n'est pas parce qu'on aspire à la liberté, celle de l'esprit ou celle du pays, qu'on ne va pas infliger la souffrance et aboutir au crime. Confronté à la guerre contre un envahisseur étranger, mais aussi entre compatriotes aux convictions opposées, Goya fait une découverte. Alors qu'elle est présentée comme devant conduire à un objectif désirable, tel que l'ordre ou la liberté, la guerre atteint vite une telle intensité que les fins au nom desquelles elle est menée deviennent futiles, voire indifférentes. Que l'on tue et torture au nom de Dieu ou des droits de l'homme, de la monarchie autoritaire ou de la démocratie, ce qui compte, c'est que l'on tue et que l'on torture.
Chemin faisant, Goya a mis en évidence la violence dont sont capables les hommes dès qu'ils se croient dans une situation d'exception. Une violence dont il répertorie les formes sans établir de hiérarchie. Celle des brigands côtoie celle des représentants de la justice, celle de la paix ne le cède pas beaucoup à celle de la guerre. Cette contribution de Goya à la pensée de son temps ne s'apparente ni à l'esprit de ses amis libéraux et éclairés, qui combattent l'ignorance et les préjugés, ni même à celle des penseurs plus profonds des Lumières, sans illusion sur la possibilité de guérir définitivement la société de ces maux. Ces réflexions ne contredisent pas la pensée des Lumières, mais elles n'en procèdent pas, puisqu'elles trouvent leur point de départ dans ce constat amer, quels que soient les idéaux professés, il n'empêche que l'on tue et torture. Les partisans des valeurs républicaines ne sont guère meilleurs que les défenseurs fanatiques de la patrie et des traditions. S'il fallait chercher des précurseurs à Goya dans ce domaine, ce serait plutôt chez les grands dramaturges et romanciers et poètes du passé qui ont été sensibles à cette dimension tragique de la condition humaine. C'est pourtant bien Goya qui, le premier, met ce thème au centre de son attention, et l'on voit que cette avancée de la pensée ne pouvait se produire plus tôt, puisqu'elle correspond à ce moment décisif de la modernité que sont les lendemains de la Révolution française, avec les guerres napoléoniennes conduites sous couvert de combats pour la liberté et l'égalité. Si Goya n'a pas eu beaucoup de précurseurs dans cette voie, on lui connaît en revanche de nombreux successeurs, même si ces derniers ne sont pas toujours conscients de cette filiation. Ces révélations donc sont à cet égard prophétiques. Les guerres fratricides qui ont ensanglanté l'Europe au cours des 2 derniers siècles auraient pu conduire les auteurs de ces temps à se reconnaître dans la pensée qu'expriment les désastres de la guerre. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en particulier, à la suite des révélations sur les atrocités commises sur ces terres, les anciens déportés, les anciens soldats ont voulu à leur tour formuler les principes d'un nouvel humanisme, un humanisme d'après Auschwitz et Colima. « J'ai trempé ma foi dans l'enfer », déclare un personnage porteur de cette pensée dans le roman « Vie et destin » de l'écrivain soldat Vassili Grossman, roman qui décrit la symétrie de ces ennemis mortels que sont l'Allemagne nazie et la Russie communiste. C'est le même personnage qui met en garde contre la promotion violente du bien, devenu ce bien un fléau, un mal plus grand que le mal. Lui aussi qui ne compte plus que sur ces gens simples qui portent en leur cœur l'amour de tout ce qui est vivant. C'est en découvrant les angoisses de la résistance clandestine et l'avilissement subi par les hommes dans les camps que, à l'autre bout de l'Europe, l'ethnologue française Germaine Tillon fait, dit-elle, ses vraies classes humanistes. C'est en se reconnaissant dans les 2 adversaires engagés dans la guerre d'Algérie qu'elle comprend la nature des ennemis complémentaires face auxquels elle se sent, je cite, « fraternellement solidaire et responsable de tous les coupables des 2 bords ». Et, comme Goya, elle en est venue à penser que les patries, les partis, les causes sacrées ne sont pas éternelles. Ce qui est éternel, écrit-elle, ou presque, c'est la pauvre chair souffrante de l'humanité. On a l'impression que Goya produit les désastres de la guerre parce qu'il ne pouvait faire autrement. D'avoir vécu et observé cette expérience a fait de lui un témoin précieux.
un peu comme les survivants des camps qui se sont sentis au retour chargés d'une mission, raconter ce qu'ils ont appris pour que l'humanité sache de quoi elle est capable, par quoi elle est menacée. Goya a éprouvé le besoin de pousser un cri de détresse. C'est sa manière de rester solidaire de toutes les victimes, de montrer aussi qu'on n'est pas contraint de tuer en réponse aux tueries. Il renoncera à publier ces images, mais cela n'entame pas sa décision de les graver et conserver. Il doit se dire que forcément, un jour viendra où elles atteindront leur destinataire. Et cela se produira effectivement, mais 35 ans après sa mort. Telle une bouteille lancée à la mer contenant un message précieux, son rapport sur la guerre a fini par toucher terre où il a été trouvé et déchiffré par les nouveaux habitants, par nous tous aujourd'hui. Merci. Merci. J'ai changé, on va combattre